Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Un projet de nouvelle constitution a été voté vendredi dernier par l'Assemblée nationale. La nouvelle loi fondamentale prévoit plusieurs modifications. Parmi elles, la création d'un Sénat et la suppression du Haut Conseil des collectivités et de la Haute Cour de justice. Le projet sera soumis au référendum le 9 juillet prochain, mais en attendant, il suscite beaucoup de réactions. Alors, qu'est-ce qui justifie cette révision constitutionnelle? L'article 118 de l'actuelle constitution a-t-il été violé? Pourquoi la création d'un Sénat? Nos invités vont répondre à ces questions et bien d'autres. Il s'agit de Zoumananti Doumbia de la majorité. Bonsoir, Monsieur Doumbia. Bonsoir. Modi Ndiaye de l'opposition. Bonsoir, Monsieur Ndiaye. Bonsoir. Et Abderrahman Ben Mamata Touré qui est avocat. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir. Je suis Mohamedou Touré à la technique Gagné Kanté. Le grand dialogue. Le projet de loi constitutionnelle a été voté par 111 voix contre 30 et 0 abstention. Par rapport à cela, nous allons écouter d'abord Adama Koulibaly, assistant parlementaire à la commission loi de l'Assemblée nationale par rapport aux modifications. Les grands changements, c'est par rapport à la constitution en vigueur, c'est que le président de la République va déterminer la politique de la nation. Aussi, au niveau du titre relatif aux droits des personnes, aux droits et devoirs de la personne humaine, des nouveaux droits ont été aussi consacrés, notamment le droit à l'alimentation, le droit à la nutrition. Aussi, pour les candidats aux élections présidentielles, ils doivent être de nationalité malienne, exclusivement malienne d'origine. On a requis ça pour les candidats à l'élection présidentielle, pour préserver, pour protéger la fonction présidentielle. Aussi, il y a la création d'une seconde chambre du Parlement, c'est-à-dire le Parlement malien va comprendre désormais l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces deux chambres vont légiférer dans les domaines qui leur sont spécifiques. L'Assemblée va connaître de tous les projets et propositions de loi d'une manière générale. Et pour le Sénat, ça va être des projets et propositions de loi qui ont trait à l'organisation territoriale, qui ont trait au développement local, à la décentralisation aux collectivités. Aussi, une innovation, c'est la création de la Cour des comptes, qui est une exigence de la directive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce qui a été prévu dans cette réforme constitutionnelle, c'est de prévoir d'autres options, d'autres possibilités de réviser la Constitution. Cette procédure de passer par référendum est maintenue, mais aussi pour les petites réformes constitutionnelles, c'est-à-dire pour juste modifier certaines dispositions qui n'ont pas beaucoup d'impact sur la vie politique nationale. On a donné la possibilité maintenant au Parlement et puis au Sénat, réunis en congrès, de pouvoir modifier ces dispositions-là. Mais c'est clair que toute modification qui concerne le mandat, non seulement des députés, du président de la République, des sénateurs, ces modifications sont soumises vraiment au référendum. Alors, Monsieur Zoumananti Doumbia, vous êtes député de la majorité, également président de la commission des lois. Vous avez voté pour cette révision constitutionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui justifie cette révision constitutionnelle? Monsieur Doumbia? Monsieur Doumbia? Alors, Monsieur Modi Ndiaye, vous êtes également député de l'opposition. À vous, on va vous poser cette question. Est-ce que vous voyez ce qui justifie cette révision constitutionnelle? D'abord, cette révision constitutionnelle est une initiative du président de la République. C'est un droit qui lui a été conféré par la Constitution en vigueur, notamment à travers l'article 118. Mais il est utile de dire de préciser que l'alinéa 3 de cet article aussi limite la façon dont on doit pouvoir faire en fait cette révision, notamment en ce qui concerne les problèmes liés à l'intégrité territoriale. Donc, nous allons aborder ce sujet par rapport à l'intégrité territoriale. Oui, j'ai compris. Alors, M. Zoumananti Doumbia, vous êtes de retour. Pouvez-vous nous parler de ce qui justifie la révision constitutionnelle?
Je vous remercie. Je salue les auditeurs. J'aurais bien voulu être sur le plateau, mais malheureusement, étant élu à Bougouni, donc j'ai eu des contraintes au niveau de ma circonscription électorale. Donc je m'excuse de pouvoir intervenir à partir du téléphone. Pour vous dire simplement que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle d'une révision constitutionnelle. Et depuis 2000, il y a eu une première tentative. Et 2011 encore, il y a eu une deuxième tentative. Et cette fois-ci, comme il est prévu dans la Constitution, le droit de réviser appartient concurremment au président de la République et à l'Assemblée nationale et aux députés. Et le président a cru bon, en tout cas cette fois-ci, de modifier la Constitution pour pouvoir l'adapter à nos réalités et pour pouvoir faire face, pour corriger les insuffisances qui ont été constatées ça et là. Les insuffisances comme Les insuffisances comme, je prends un seul exemple. On a des engagements internationaux au niveau de l'UEMOA. Il était prévu la création de cours de compte. Le Mali est l'un des derniers pays aujourd'hui à ne pas avoir de cours de compte. Et aussi au-delà de ça, vous avez vu en 2012, lorsque le Mali, après le coup d'État, il s'est agi de mettre le président par intérim. Après les 40 jours, on était dans un vide juridique. Donc, je pense qu'entre autres, il était bon quand même les insuffisances constatées ça et là, qu'on puisse les corriger. Et je pense que la révision de la Constitution est justifiée parce que personne n'ignore que depuis 2011 jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Mali a traversé une crise et on ne peut pas faire comme si rien ne s'est passé. Donc, merci Monsieur Doumbia. Nous allons donner la parole à Monsieur Abderrahmane Ben Mamata Touré. Est-ce que vous pensez que cette révision de la Constitution est justifiée? Merci beaucoup et merci aussi à tous les auditeurs de Studio Tamani. Moi, je pense que la question elle a été posée de manière assez claire. L'opportunité de la révision de la Constitution est une question fondamentale qui nous permet vraiment d'envisager le reste. Nous sommes en matière de loi et ce n'est pas n'importe quelle loi, c'est la loi fondamentale. La révision, c'est un droit qui est donné par la Constitution elle-même et cette même Constitution également limite les conditions de modification et les conditions également restrictives en ce qui concerne un projet de révision. Vous l'avez dit au début de vos propos, nous sommes dans une situation où on est en phase d'un processus et ce processus de révision doit être conforme à la Constitution elle-même. Si on emballe toutes les questions ensemble, nous ne pourrons pas comprendre les choses. Moi, je pense qu'il y a trois choses à voir dans cette affaire. La procédure de révision en elle-même, est-ce qu'elle est légale? Les éléments substantiels de modification, quel est leur impact par rapport à l'objectif fixé? Et aussi, en troisième point, maintenant, le processus de l'organisation du processus référendaire. Donc, nous sommes au niveau de la procédure de révision. La Constitution malienne, elle est claire en la matière. L'article 118, alinéa 3, nous dit que même si une initiative est entamée, il faudrait la stopper. Nous sommes dans une situation où notre intégrité territoriale est entamée, sauf à vraiment jouer à la politique de l'autruche, à fermer les yeux, sinon nous sommes en train de faire une révision constitutionnelle qui est contraire à la Constitution elle-même. Êtes-vous en train de dire que le moment est mal choisi? Le moment est mal choisi parce que l'article 118 est clair là-dessus. Il n'y a pas question de tergiverser ou de faire de la philosophie là-dessus. Le nord du Mali est occupé par des groupes armés non étatiques. Notre État n'est pas en capacité d'exercer la plénitude de ses pouvoirs sur le territoire national. Vous savez, cet article 118, il a été... L'objectif de cet article, c'est quoi? C'est permettre aux gouvernants eux-mêmes d'être protégés contre leurs faiblesses dans des moments où on peut les amener à prendre des décisions qui ne sont pas des décisions qui sont bonnes pour l'avenir du pays. Donc cet article protège nos gouvernants eux-mêmes. On vous dit, en cas de faiblesse, lorsque vous êtes en face de situations où vous êtes dos au mur, il vous est interdit de modifier la Constitution. Le ministre des Réformes de l'État à l'Assemblée nationale, il a dit devant les députés que cette révision de la Constitution est imposée, est une exigence plutôt de la communauté internationale. Ça veut dire que notre pays, nous allons modifier notre Constitution à la suite d'une injonction internationale. Est-ce que c'est une situation qui est acceptable pour les intellectuels maliens?
Première question. Seconde question, ils disent qu'on va faire ce projet de révision. L'objectif principal, le Premier ministre l'avait dit depuis aux Nations Unies, que l'objectif principal, c'est l'adaptation de la Constitution à l'accord pour la paix. On n'adapte pas une Constitution à un accord, on fait une Constitution pour une nation. Voilà les deux points sur lesquels il faudrait être extrêmement vigilant, il faudrait vraiment être extrêmement exigeant pour qu'on ne nous mène pas dans un système où on aura un Mali défiguré, parce que le Mali d'aujourd'hui est un Mali qui est faible. Le Mali d'aujourd'hui est un Mali qui n'est pas en capacité de prendre certaines décisions de manière libre. C'est pourquoi l'article 118 de la Constitution protège le Mali des gouvernants maliens en leur interdisant toute initiative ou tout projet de modification dans ce contexte-là. Monsieur Modindiaï, l'opposition a voté contre ce projet. Pourquoi ? Je vous avais déjà indiqué la situation de l'article 118 qui a été violé. Mais au-delà de cela, nous avons voté contre pour un certain nombre de raisons. La première raison, naturellement, c'est l'incapacité aujourd'hui pour le gouvernement d'exercer sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire. Ce qui veut dire que si le gouvernement décide de faire un référendum, ce sera certainement une partie de la population qui va faire le vote et une autre partie qui ne serait pas du tout dans le processus. Bon, imaginez quelle sera la conséquence d'un acte de ce genre. Les gens ne se reconnaîtront pas à la Constitution, alors que la Constitution, c'est pour le peuple. Sur un plan technique, la proposition qui a été retenue va entraîner obligatoirement un changement de régime. Parce qu'il est proposé de renforcer le pouvoir du président de la République. Donc nous allons quitter un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel fort. Cela crée un déséquilibre entre les pouvoirs publics. Parce que malgré le fait que le gouvernement va être amputé de la mission de détermination, de la politique de la nation, c'est le gouvernement qui sera toujours responsable devant le Parlement et non le président de la République. Donc déjà, c'est un changement de régime. Au-delà de cette question qui est importante, nous avons dit également que concernant les questions de révision de la Constitution, cette Constitution, les dispositions par rapport au caractère de référendum est capitale pour nous, parce que contrairement à ce qui vient d'être dit, qu'il y a certains aspects seulement qu'on va modifier, non. Toutes les questions sont importantes pour le peuple. Ce n'est pas seulement les mandats du président ou les mandats des députés qui importent. Imaginez le cas du Sénégal, où par la voie d'une révision par le Parlement, le président a été amené à remettre en cause le mandat d'un président de l'Assemblée nationale qui était fixé pour toute la législature. C'était une façon, n'est-ce pas, de faire l'éviction d'un président de l'Assemblée en poste. Cela crée des conflits entre institutions. Or, la stabilité dans un pays, la garantie dans un pays par rapport à toutes ces questions mérite que certaines valeurs, certains pouvoirs du peuple ne reviennent qu'au peuple. Concernant le Sénat, nous leur avons dit... Nous allons revenir à cette question du Sénat. Avant, on va écouter deux questions posées par deux auditeurs sur nos répondeurs. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord penser également à l'intégrité territoriale du Mali et également à unifier le Mali pour un seul peuple également, à son cas béni rejoint. Je suis Haruna Sango, présentement de Diré. Je voudrais savoir, est-ce que cette révision constitutionnelle concerne l'accord signé le 15 mai 2015 à Bamako? Voilà, deux questions. Alors, M. Zoumananti Doumbia, pouvez-vous répondre à ces auditeurs? Je rappelle que vous pouvez poser des questions sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11, 75 84 12 12. Vous savez, permettez-moi avant de répondre à la question, aux différentes questions posées par les auditeurs, de pouvoir revenir sur la notion de l'article 118 qu'on est en train d'invoquer sur le plateau. Je pense que l'exercice de la souveraineté est différent de l'atteinte à l'intégrité. Et
Dans tous les développements qui se sont passés sur le plateau tout à l'heure, on a tout le temps passé de l'exercice de la souveraineté. Mais l'atteinte à l'intégrité appelle à une autre explication. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'intégrité du Mali est atteinte et qu'on ne peut pas aller à une révision constitutionnelle. Mais il y a une partie du territoire qui est occupée. Vous avez les difficultés d'exercice de souveraineté. C'est différent de l'atteinte à l'intégrité. Les deux notions sont assez différentes. Et nous avons une Cour constitutionnelle. Si il y avait violation de l'article 118 de la Constitution, elle est là pour pouvoir se prononcer. Donc, au-delà de ça, j'ai bien écouté... Monsieur Doumbia, pensez-vous aujourd'hui que le référendum peut se tenir, par exemple, à Kidal ou dans certaines zones de Mopti? J'ai confiance au gouvernement. Si le gouvernement a décidé de faire le référendum le 9 juillet, il va se donner les moyens pour que les opérations référendaires puissent se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Je pense qu'il ne faut pas anticiper sur les choses. Je comprends aujourd'hui ce que l'opposition dit. Je remercie au passage l'honorable Modindiaï qui a fait de bonnes contributions. Et je pense que sur les 75 amendements proposés par la commission des lois, l'opposition et la majorité ont voté à l'unanimité les 66. Cela dénote que ce soit l'opposition ou la majorité, ils connaissent tous la révision de la Constitution. Sinon, il n'y aurait pas tous ces amendements-là. Et tous ces amendements-là ne seraient pas votés par les deux parties. Mais toujours par rapport à la sécurité, vous dites faire confiance aux autorités, mais est-ce que vous avez échangé avec les groupes armés par rapport à cette question? Mais je vous dis, la procédure d'examen de cette loi a été la plus inclusive. La plus inclusive. Excusez-nous, monsieur Doumbia, on va écouter Ilad, porte-parole de la CEMA. Moi, je pense que les conditions ne sont nullement réunies, pas seulement à Kidal. Pour ce qui concerne la CEMA, elle n'acceptera jamais des élections tant qu'il y a des dizaines de milliers de réfugiés qui vivent en dehors du territoire. On l'a toujours dénoncé depuis les élections antérieures. Et jusqu'à présent, on continue à les dénoncer. Je crois que c'est des personnes qui ont le droit de s'exprimer pour tout ce qui concerne la vie de ce pays. Et ensuite, ce projet de constitution, est-ce qu'il a même pris en compte les préoccupations des uns et des autres? À mon avis, rien n'a changé, à l'exception du Sénat, bien sûr, où les pouvoirs du président de la République ont été renforcés. Je ne vois pas ce qui a changé. Voilà. Et quelle réponse par rapport à cette déclaration de Ilad, porte-parole de la CEMA, Monsieur Doumbia? Dans tous les cas de figure, ça n'engage que Ilad. En tout cas, j'ai reçu mais il est quand même le porte-parole de la coordination des mouvements armés. Et la plateforme et la CEMA ont été entendus au niveau de la commission. J'ai les réponses écrites et de la CEMA et de la plateforme. Et l'assurance a été donnée que les élections puissent se faire à Kidal. Mais au-delà de ça, l'assurance a été donnée par qui? Ce qu'il dit, par les groupes armés. Ce qu'il dit. Les groupes armés, vous parlez de la CEMA? Le retour des réfugiés. Le retour des réfugiés. Qui est-ce qui bloque le retour des réfugiés? Est-ce que c'est le gouvernement ou bien c'est les groupes armés? Donc il a la réponse à la question. Dans tous les cas de figure, il suffit aujourd'hui que la CEMA ou les groupes armés puissent quand même accepter de jouer et de respecter l'accord pour que les réfugiés puissent revenir. Donc ce n'est pas un blocage du gouvernement à ce niveau-là, mais ça c'est de leur responsabilité. Et je pense que le gouvernement, en décidant de tenir les élections référendaires le 9 juillet, va se donner les moyens pour que les élections puissent se dérouler sur l'ensemble du territoire. Et telle a été une des recommandations fortes de la commission à l'endroit du gouvernement. Monsieur Modindiaï, il y a eu beaucoup d'élections, il y a eu beaucoup d'organisations d'élections sans Kidal. Aujourd'hui, quand un porte-parole de la CEMA annonce que ça ne se fera pas à Kidal, qu'en dites-vous? En fait, je lui donne entièrement raison. Les élections seulement du mois de novembre nous prouvent cela. Quand le gouvernement disait qu'il allait tenir des élections communales sur toute l'étendue du territoire, nous leur avons dit que ce n'était pas possible. Et effectivement, les résultats que nous avons obtenus nous démontrent à suffisance que le gouvernement aujourd'hui n'est pas à capacité de pouvoir faire des élections dans une partie importante de notre territoire qui ne concerne pas seulement le nord, mais le centre et même une partie de la région de Ségou. Mais ce que je veux leur dire qui est très important, dans l'argument qu'ils développent, ils ont fait 75 amendements, mais en réalité, le projet qui est venu du président était un projet qui avait remis en cause la structure
de la Constitution de 92. Donc la Commission a jugé nécessaire de remettre cette structure en place. Donc dans le mécanisme législatif, cela va se faire sur la base des amendements. Et généralement 80% des amendements de la Commission, c'est des amendements qui sont liés à des erreurs matérielles, parce qu'il y avait beaucoup de fautes dans le document qui avait été présenté. Et puis, il y a des éclaircissements, quelques précisions. Bref, ce n'était pas des questions de fond. Okay. C'est parce qu'il y a divergence de point de vue entre nous et la majorité qu'ils ont refusé, malgré les amendements qu'on a eu à proposer, que nous avons décidé de ne pas accepter cette révision constitutionnelle. Monsieur Abderrahmane Ben Mamata Touré, avec cette déclaration de Ilad, porte-parole de la CMA, et le représentant de la majorité, monsieur Zoumananti Doumbia, qui rassure en disant que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour la tenue du référendum le 9 juillet. Pensez-vous que c'est possible? Bon, moi je pense que l'une des choses les plus dangereuses dans ce genre de schéma, c'est donner de forts espoirs et faire miroiter des expectatives qui en réalité ne sont pas possibles. Vous savez, je l'ai dit au début de mes propos, ce dont on souffre, c'est un problème excusez-moi du terme, c'est un problème de manque de franchise avec nous-mêmes et avec ce pays-là. Nous sommes dans une situation où nos gouvernants ne doivent pas confondre la défense d'un régime avec la défense d'un pays. C'est le pays qui est en jeu. Aux élections dernières, tout le Mali pratiquement a voté pour un seul homme, indépendamment des appartenances partisanes et tout ce qui s'ensuit. Donc le problème qui se pose aujourd'hui également, c'est le même réflexe qu'on demande à ces gens-là. Donc qu'ils arrêtent de jouer à la politique de l'autruche, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils commencent à dire la vérité aux Maliens. On ne peut pas faire cette chose-là. Elle n'est pas tenable matériellement, elle n'est pas tenable légalement. Donc, venir maintenant nous dire simplement que ça a été inclusif parce que simplement on a essayé de rencontrer des gens, ça vraiment relève d'une forme de gestion axée sur les activités qui est traditionnelle chez nous. On a vu tel, on a rencontré tel, mais substantiellement, il n'y a absolument rien de tout ça. Il faut dire aux Maliens, il faut dire à la communauté internationale qui vous a fait injonction pour mettre en place cette révision que le peuple malien n'est pas dans les conditions pour voter ce projet de constitution, que les conditions légales ne sont pas réunies. Et qu'il n'est pas opportun de faire cela, et de faire retourner d'abord l'État, de remettre en place l'État, de faire revenir les réfugiés. Après, on pourra, de manière posée, sans pression extérieure, aller vers une constitution qui nous ressemble. Parce que cette constitution va donner le portrait au robot du Mali. Quand on gère mal le présent, il faut tout faire pour ne pas compromettre le futur. Et nous sommes en train de mal gérer le présent et nous sommes en train également de compromettre le futur en nous accrochant à des notions qui n'ont absolument rien à voir. Quand le député nous dit que l'incapacité de l'exercice de la souveraineté est différente de l'intégrité, je pense que les concepts se mélangent dans sa tête. La souveraineté, elle est exercée sur quoi? Un pays exerce sa souveraineté où? Sur un territoire. Et ce territoire est atteint. Il est occupé. Le rapport des députés de l'Assemblée nationale suite aux événements de Kidal, il ressort une notion, on dit que l'État a été évincé de Kidal. Le président de la République, il l'a dit à Ségou, aucune fanfaronnade ne me fera aller prendre mon avion pour aller à Kidal. Les différentes réunions sous-régionales, les réunions entre le président de la République et le président français, tout a été dit pour que l'intégrité territoriale soit respectée et que l'État revienne. Venir nous dire que le Mali n'est pas occupé, moi je pense vraiment qu'il faudrait être très très courageux, audacieux pour vraiment soutenir ce genre de propos-là. Je pense qu'il faut qu'à un moment qu'on se dise certaines vérités. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, ce soir nous parlons de la révision constitutionnelle avec comme invité, nous avons Zoumananti Doumbia de la majorité, Mody Ndiaye de l'opposition et Abderrahmane Ben Mamata Touré, avocat. Alors, monsieur Zoumananti Doumbia, dans cette nouvelle constitution, il est prévu la création d'un Sénat. Pourquoi ? Vous savez, le Sénat n'est pas une nouveauté dans notre législation parce que dans la révision de 2000, vous avez la création du Sénat. Dans la révision de 2011 que l'honorable Mody Ndiaye a voté, il y a la création du Sénat. Pourquoi un Sénat? Qui est resté théorique. Le Sénat, non pas théorique, le Sénat va permettre à ce qu'il y ait deux chambres au niveau du Parlement.
Et quand vous avez deux lectures, vous avez la possibilité, en tout cas, d'avoir des textes de loi plus améliorés et des textes de loi plus adaptés. Parce que le Sénat va regrouper, va s'occuper des questions de territorialité et il y aura l'expertise territoriale au niveau de l'analyse législative. Donc, je pense qu'à ce niveau, en tout cas, c'est une valeur ajoutée au travail parlementaire. Mais le Sénat va supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales. Bien sûr que oui. Est-ce que c'est parce que ce conseil ne joue pas bien son rôle? Non, le Haut Conseil des collectivités n'a pas un pouvoir de légiférer. Et le Sénat a le pouvoir de légiférer. Donc le Haut Conseil ne connaissait pas de l'examen des textes de loi. Mais le Sénat va connaître de l'examen des textes de loi et le Sénat va apporter en tout cas une seconde lecture, une seconde vision des textes qui seront envoyés au niveau du Parlement. Monsieur Modindia, le Mali a-t-il besoin aujourd'hui d'un Sénat? En matière de renforcement d'un Parlement, on peut admettre le principe d'avoir une institution qui est d'obédience des collectivités territoriales, qui puisse apporter un plus dans la procédure législative. C'est pourquoi on a le Sénat. Mais le problème que nous avons par rapport à ce qui a été proposé, c'est que les sénateurs seront différemment élus, ou sinon différemment désignés. C'est-à-dire qu'il y aura une élection pour une partie des sénateurs et il y aura une désignation par le président de la République. Et comme Zoumananti même a eu à le dire, nous en votant en 2011, on avait un seul mode de désignation qui était l'élection qui était donc l'élection des sénateurs. Maintenant, l'innovation qu'ils ont apportée, c'est qu'il y aura une désignation par le président de la République. Dans la proposition du président de la République, il n'y avait même pas de quota. C'est sur la base d'un amendement qu'ils ont mis le tiers. Nous refusons le principe que le président de la République désigne des sénateurs. Parce qu'on aura deux catégories de sénateurs au niveau d'une même institution pour faire le même travail. Et nous savons bien, l'autorité qui nomme a toujours une influence sur les nommés, notamment dans l'accomplissement de leur mission. Donc nous pensons que rien ne justifie aujourd'hui la désignation de sénateurs par le président de la République. Donc nous avons demandé à censurer cette disposition, nous n'avons pas été suivis. Vous êtes d'accord avec la création du Sénat, mais pas avec la désignation par le président? Tout à fait. Monsieur Abderrahmane Ben Mamata Touré, que pensez-vous de la création de ce Sénat? Bon, moi je pense que ça a été dit, c'est pas une nouveauté comme on tente de le faire croire, mais la seule nouveauté dans cette affaire qu'il faudrait prendre en compte et mettre cela en rapport avec le contexte, c'est l'organisation, les questions de territorialité qui vont être traitées à ce niveau. Vous savez, cette révision, déjà il y a un gros problème d'objectif. Quand on dit qu'il faut réviser la Constitution pour l'adapter à l'accord, on n'a pas fait, en tout cas, je n'ai pas vu cet exercice qui consiste à relever les points d'impact de l'accord sur la Constitution. Et le problème qu'on a aujourd'hui au Mali, c'est un problème de territorialité. C'est un problème de terre. Il y a une partie qui est occupée. Et les gens qui occupent cette partie, ces personnes ont une ambition. Leur ambition, c'est le raffranchissement quand même du Mali. Leur ambition, c'est d'aller vers une forme d'autonomie et de réorganisation territoriale. À ce niveau, qu'est-ce que notre Constitution prévoit ? C'est là où le bas blesse dans cette Constitution. Justement, nous allons poser la question à M. Doumbia, mais en attendant, est-ce que ce Sénat ne va pas coûter cher aux Maliens ? Bon, le Sénat, moi je pense que je ne suis pas économiste pour évaluer le coût, mais théoriquement, l'objectif du Sénat me paraît être un objectif quand même qui est acceptable et noble dans le cadre d'une démocratie, si on ne pervertit vraiment pas la chose. La question de la désignation me paraît être très importante parce que la désignation a un fort impact sur la qualité du travail qui va être fait. Il ne suffit pas simplement de mettre les organisations, les institutions, mais encore faudrait-il protéger les membres qui animent ces institutions et que cette question de redevabilité et que cette question également de ne pas pouvoir s'affranchir de cette redevabilité ne puisse pas nuire à la qualité du travail à faire. Donc le mode de désignation des sénateurs me paraît quelque chose de fortement discutable et peut être un obstacle à la qualité même du travail de ceux-là. Monsieur Doumbia, pourquoi avez-vous voulu qu'une partie soit désignée par le président de la République ? On ne peut plus simple. Je pense que pour permettre aux légitimités traditionnelles, pour permettre aux grands commis de l'État qui ont servi en tout cas la nation et qui ont une certaine expertise, nous sommes que
on pouvait faire participer ceux-ci au travail parlementaire, parce que ce serait toujours une valeur ajoutée. Imaginez-vous qu'il s'agit d'une question de la nation et que surtout qu'il est prévu non seulement l'évaluation des politiques publiques par le Parlement aujourd'hui, mais il faudrait avoir une certaine expertise et il faudrait avoir une vision des légitimités traditionnelles, une vision des hauts cadres de l'État. Oui, mais pourquoi une partie devrait être désignée par le président de la République? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc la latitude donnée au président de faire participer en tout cas les légitimités traditionnelles, de faire participer les grandes communes de l'État, nous paraît une valeur ajoutée. Êtes-vous en train de nous dire que vous ne faites pas confiance au choix du peuple? Vous savez, il y a certaines personnes qui sont pétries en tout cas d'expérience, mais à qui il est difficile d'aller demander le suffrage du peuple. Est-ce que ce ne serait pas bon de faire participer ceux-ci, de profiter de leur expertise pour améliorer le travail parlementaire? Mais si le président a été choisi par le peuple, pourquoi ne pas laisser le peuple choisir tous les sénateurs? Vous savez, le peuple choisit les 2/3. Ceux qui pensent que pourquoi pas l'ensemble des sénateurs? L'ensemble des sénateurs, mais je dis, si vous voulez faire élire l'ensemble des sénateurs par le suffrage, vous aurez quand même des légitimités traditionnelles qui ne pourront pas participer au travail parlementaire. Ils sont pas légitimes, alors. Comment ça? Mais vous savez, il y a certaines légitimités qui ne vont pas aller chercher le suffrage du peuple. Il y a certains grands communes de l'État qui ne vont pas aller chercher le suffrage du peuple. Mais si ces personnes ne veulent pas, pourquoi les forcer? On ne veut pas les forcer, mais mais vous dites tout de suite qu'ils ne veulent pas représenter le peuple. Dans le fait de les désigner, du fait de la désignation, ils participent en tout cas au travail parlementaire. Mais, M. Mamata, est-ce que vous êtes convaincu par M. Doumbia? Bon, vous avez entendu ses réponses. La question, elle est toujours la même. Vous savez, c'est donner tous les pouvoirs au président de la République et venir se plaindre des conséquences des agissements des acteurs qui animent ces institutions. On se retrouvera toujours à créer de nouvelles institutions encore. À partir du moment où le président est le fruit du suffrage universel, les personnes qui doivent animer le Sénat doivent être également le fruit de ce suffrage universel. Vous ne pouvez pas dire simplement que c'est des expertises qui ne vont pas aller au suffrage et qu'il faudrait les désigner. Les grands commis de l'État, c'est des termes génériques. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça veut dire les grands commis de l'État? Qu'est-ce qu'on appelle un grand commis de l'État? Tous les grands commis, en tout cas la plupart du temps, les personnes qu'on appelle les grands commis de l'État, on en a vu beaucoup. On a vu beaucoup à l'œuvre ici. Donc il faut sortir de ces schémas classiques, il faut s'affranchir de cette façon de faire là. C'est ce dont le Mali futur a besoin. On ne peut pas reproduire la même chose toujours et s'attendre à un résultat contraire. Avant de donner la parole à M. Mody Ndiaye de l'opposition, M. Zoumanati Doumbia, vous dites que la révision de cette constitution rentre dans le cadre du processus de paix. En quoi cette révision peut-elle stabiliser le pays? Je pense que déjà, avec la création du Sénat, et parce que, je reprends les mots de M. Mamata, il dit que le problème que le Mali vit aujourd'hui, c'est un problème de territorialité. Et quand vous aurez le Sénat, où les questions de territorialité seront bien évoquées et seront bien élucidées, il va sans dire que ça puisse apporter quand même une réponse claire et précise à la crise que nous vivons aujourd'hui. Monsieur Mody Ndiaye, est-ce qu'il y a une partie qui rentre dans le cadre du processus de paix, comme le disent ceux qui l'ont voté? Non, en réalité, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qui a été voté et ce qui avait été voté en 2011. Parce que c'est quoi? La création du Sénat était prévue en 2011, la création de la Cour des comptes était prévue en 2011, même la possibilité pour le président de consulter le Parlement et de modifier une certaine disposition de la Constitution était également prévue en 2011. En réalité, dans le projet du président de la République, ce qui apparaissait comme innovation majeure, donc qui est ressorti également dans la note qui accompagnait ce projet, c'était une décentralisation poussée. Mais par les amendements de la Commission, toutes ces dispositions ont été supprimées. Donc on est revenu aux dispositions concernant les collectivités territoriales qui figuraient à la Constitution de 1992. Or, l'argument majeur de l'initiative présidentielle était cet aspect.
Donc il a été mis de côté. Je reviens un peu sur le Sénat rapidement. Un Parlement doit être indépendant de l'institution du président de la République, premièrement. Et puis dans le travail parlementaire, dans le travail législatif, il est loisible pour les parlementaires d'écouter tout ce qui peut leur apporter des éclairages. Donc toutes ces personnalités, entre guillemets, ou fonctionnaires, ils peuvent être consultés pour donner leur point de vue sur les dossiers. Mais imaginez quand moi je nomme quelqu'un, mais il m'est redevable. Mais il n'y a rien à faire. Où sera donc son indépendance? Voulez-vous dire que le président veut simplement renforcer son pouvoir? Je ne dirais pas que le président veut faire cela. Mais le projet tel qu'il a été fait, on veut renforcer non seulement les pouvoirs du président, et au-delà même de cette question de Sénat, au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est le président maintenant qui va désigner le président de la Cour constitutionnelle, contrairement aux dispositions de la Constitution de 92, où le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs. Tout ça là, c'est quoi? Alors, nous allons donner la parole à Abderrahmane Ben Bamata Touré. Vous pensez que le président veut renforcer son pouvoir? Bon, en tout cas, le projet tel qu'il est ficelé en l'état va dans le sens du renforcement des pouvoirs du président de la République, ça c'est très clair. Et la question des nominations, ça pose énormément de problèmes à ce niveau à ce niveau institutionnel. Quand on veut vraiment aller dans une démocratie digne de ce nom, il faudrait quand même qu'on puisse travailler dans un cadre de collaboration où il y a un affranchissement, où il n'y a pas cette redevabilité consubstantielle à la nomination. Les critères de choix, ils vont être déterminés par quoi? Qui est grand commis de l'État? Et certains pensent que le président voudrait choisir celui qui va le remplacer, puisque ce sera maintenant le président du Sénat, au cas où cette révision serait adoptée par le peuple. Toutes les hypothèses sont possibles. Dans ce cadre-là, toutes les hypothèses sont possibles. Moi, je n'ai pas lu encore le projet amendé. Je reste encore réservé sur la question. Je suis encore sur les questions d'opportunité et de bien fondé du Sénat. Mais le projet amendé, à ce jour, moi, je ne l'ai pas lu. Donc, je ne pourrais vraiment pas me prononcer avec autant de précision sur cet aspect. Alors déjà sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. On a beaucoup de réactions contre cette révision à travers les messages. Non à la révision constitutionnelle. J'ai ma carte Nina. Touche pas à ma constitution. Une rencontre également s'est tenue aujourd'hui par un collectif de jeunes. Est-ce que cela veut dire que vous êtes rassuré, monsieur Zoumana-Ty Doumbia, vous qui voulez que cette nouvelle constitution soit adoptée? Est-ce que cela vous rassure? S'il vous plaît, permettez-moi de revenir sur un certain nombre de questions avant de répondre à votre question. Vous avez parlé de l'intérim. Je pense qu'il serait bon pour vous d'avoir le texte définitivement adopté, où il n'apparaît nullement, en tout cas, que le président du Sénat assure l'intérim, comme certains pourront dire que c'est une question de dauphinat et autres. Justement, est-ce qu'il ne serait pas temps que le peuple ait accès à ce texte? L'intérim du président sera, comme il se passe aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée qui assurera l'intérim. Parce que c'est ce qui ressort de l'audition des personnes et ressources écoutées au niveau de la commission. Oui, mais pourquoi un texte qui a été adopté depuis vendredi dernier, il est si difficile d'avoir accès à ce texte? Quand on adopte un texte, ce n'est pas pour le public d'abord, c'est envoyé au président de la République qui doit le promulguer. Attendez la promulgation du texte, soyons légalistes, comme cela on pourra... Monsieur Modindia n'est pas d'accord avec vous? Non, en réalité... la Cour constitutionnelle, quand l'honorable Modindia parle de la désignation du président de la Cour constitutionnelle par le président de la République, je pense que dans tous les pays qui nous entourent, et même en France, je vais lui poser la question, comment est désigné le président de la Cour ou du Conseil constitutionnel. Les collectivités, il en a parlé, mais il aurait dû quand même avoir l'honnêteté de dire que nous avons tous vu ensemble que les dispositions qui étaient proposées pour les collectivités n'étaient pas bonnes et que majorité et opposition avons convenu, en tout cas, qu'il faille maintenir les dispositions actuelles qui répondent plus en tout cas à cette question de collectivité, parce que la décentralisation poussée et autres là se trouve déjà dans nos textes. textes sur les collectivités. Et par rapport à ce qui se dit, que le président
ne touche pas à ma constitution. Bon, je pense que attendons que la campagne du référendum s'ouvre et je suis assez optimiste. Je suis optimiste que le oui va l'emporter et largement. Mais est-ce que le délai n'est pas court? Le délai, il n'est jamais trop court pour bien faire. Il n'est jamais trop tard aussi pour bien faire. Et je pense Monsieur Modindia, il voulait réagir par rapport à votre déclaration. Quand le peuple aura la loi en sa possession, avec les explications techniques en sa possession, je pense que le peuple saura en tout cas choisir. Merci. En réalité, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai fait que rapporter la façon dont les choses se sont présentées. Je dis le président de la République, en prenant l'initiative de réviser, avait mis au cœur de l'innovation vraiment les dispositions concernant vraiment les collectivités. Je n'ai pas dit que, en fait, que eux ont changé avec nous ou pas. Et ça, c'est constant. Dès l'instant où on a sorti toutes ces dispositions, je l'ai dit en séance plénière, que ce n'est plus une initiative présidentielle par rapport à la révision constitutionnelle, mais c'est l'initiative du Parlement que nous avons adoptée. Maintenant, concernant les questions de nomination, vous savez, on change là où il y a des problèmes. La désignation du président de la Cour constitutionnelle par ses pairs, c'est ce que le constituant en 1992 a prévu. Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Monsieur Ndia, il est clair que vous n'êtes pas d'accord avec le projet de révision de cette constitution. Et il y a même Oumar Mariko, député élu à Kolondieba, qui a déclaré que derrière cette révision, il y a un coup d'État institutionnel et il promet que l'opposition usera de tous les moyens pour faire échec à cette nouvelle constitution. Êtes-vous d'accord avec lui? Mais nous sommes des hommes politiques. Mais pensez-vous avoir les moyens, vous que vous avez été dominé par la majorité qui a voté avec 111 voix, pensez-vous que vous pourrez suffisamment mobiliser le peuple pour qu'il vote non? La mécanique au niveau de l'Assemblée ne nous distrait pas, nous. Vous savez, aujourd'hui, cette constitution, le contexte dans lequel on le prend, en violation de la constitution même à réviser, doit nous amener très honnêtement à revoir notre façon de faire. C'est une question de devoir. Et ça, c'est un élément important. Aujourd'hui, vous pensez que le peuple va accepter de donner carte blanche en renonçant à sa seule prérogative dans les lois, au niveau de la loi fondamentale, d'apporter les modifications et de donner carte blanche à des institutions de la République pour pouvoir le faire à leur guise? Je dirais non, c'est aussi simple. Et puis, on laisse tous ces aspects de politique. À quoi va servir une constitution qui sera votée par une partie de la population et qui va exclure une partie importante de la population? Merci. On va donner la parole à M. Ben Mamata. Dernière question, une réponse très courte. Est-ce que le peuple doit voter ce projet de révision constitutionnelle? Moi, je pense qu'en l'état, répondre par un oui ou un non, ce serait très hasardeux parce que personne n'a encore le projet définitif sous les yeux. Donc, encore faudrait-il qu'on l'ait et qu'on décortique, qu'on regarde exactement s'il répond à notre aspiration. Donc, ce qui a lieu de faire simplement, c'est qu'ils mettent à disposition très rapidement ce document pour qu'on sache ce que c'est, à moins que ce ne soit un secret de polichinelle. Merci. La révision constitutionnelle est-elle opportune? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Comme invité, Zoumananti Doumbia de la majorité, Modindiaï de l'opposition, Abderrahman Ben Mamata Touré, avocat. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue a été réalisé par Ibrahim Haran Diallo, à la technique Gagné Kanté, régie vidéo Peting Diara. Merci. À demain pour une nouvelle émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.